d'être avec nous ce matin pour une de nos conférences hivernales en ligne de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse. Mon nom, c'est Marie-Christine. Je suis la coordonnatrice de l'équipe et je vais avoir le plaisir là, d'animer la conférence de Camille Marchand aujourd'hui avec vous ce matin. Donc, Camille, si tu veux si vous voulez rester informé sur nos activités, puis sur les différentes plateformes là, sur lesquelles on est actif, je vous invite à vous scanner le code QR que vous voyez à l'écran qui va vous mener vers notre Linktree. Donc, vous allez avoir accès à tout notre courriel, site web, page Facebook, Instagram, YouTube. Tous nos contacts là, sont regroupés sur le Linktree. C'est la meilleure façon là, de suivre nos différentes activités. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas notre équipe de recherche, la mission principale de notre équipe, c'est vraiment de produire des connaissances qui permettent de développer des politiques puis des pratiques en collaboration avec des milieux partenaires qui vont assurer le bien-être et le développement optimal des enfants placés ou adoptés. On est une grande équipe qui est composée de 16 chercheurs et chercheuses de différentes universités. Parmi l'équipe, il y a aussi 7 co-chercheurs, co-chercheuses des milieux de pratique. On a 11 partenaires. Il y a également 2 associations de familles d'accueil qui font partie de notre équipe, un organisme communautaire, Pétale Québec, et un comité de concertation en adoption qui est le COCON. Donc, pour la conférence d'aujourd'hui, peu importe ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas, fallait que j'y aille. La perspective des jeunes sur la remobilisation. Donc, la conférence que je vous présente rapidement, qui est notre conférencière aujourd'hui, Camille Marchand, qui est étudiante à la maîtrise à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Elle travaille sur des projets qui portent notamment sur la transition à la vie adulte et les interventions comportementales en centre de réadaptation. Ses intérêts de recherche sont la participation des jeunes et leurs droits. Dans le cadre de son projet de maîtrise, elle s'intéresse à la place des jeunes dans le processus décisionnel menant à une remobilisation, pardon. Donc, un peu là, ce dont Camille va nous parler aujourd'hui pendant sa conférence. Donc, Camille, je te cède la parole pour Parfait. te lancer. Merci, Marie-Christine. Donc, ben oui, moi, c'est Camille Marchand. Je vous présente aujourd'hui mon projet de recherche dans le cadre de ma maîtrise. Euh, je vais vous parler, comme ça a été dit, de la perspective des jeunes sur la remobilisation. Dans le cadre de mon projet de recherche à la maîtrise, je suis encadrée par Sophie Tremblay-Bert, qui est chercheure d'établissement au CIS Centre-Sud de l'île de Montréal. Mon projet a été financé par l'Université de Montréal, par l'Institut universitaire Jeunes en difficulté et l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption. Donc aujourd'hui, la présentation, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est la remobilisation pour qu'on parte sur des bonnes bases. Puis, je vais continuer en présentant les objectifs de la présentation. Je vais faire un survol de la littérature, qu'est-ce qui se trouve dans la littérature en lien avec les interventions comportementales. Je vais vous expliquer la méthodologie que j'ai utilisée dans le cadre de mon projet, les résultats qui sont sortis, puis certains constats et implications pour la pratique auprès des jeunes placés. Donc, qu'est-ce que c'est une remobilisation? La remobilisation, c'est aussi appelé dans le passé arrêt d'agir dans le jargon institutionnel. C'est un temps d'arrêt à l'extérieur de l'unité d'appartenance du jeune, donc dans une unité faite pour la remobilisation. Puis les objectifs, c'est entre autres de susciter la réflexion et un apaisement chez les jeunes par rapport à des comportements qui ont été jugés problématiques. La remob, je vais utiliser remob pour faire plus petit, ça se peut à certains moments parce que des fois, je peux m'enfarger dans les syllabes.
Cette mesure-là se situe à l'extérieur du continuum de placement régulier. Puis, elle se situe aussi en complémentarité avec d'autres mesures que je vais pouvoir expliquer un peu plus tard, mais comme les mesures de sécurité comme la fouille et la saisie et les mesures de contrôle comme l'isolement et les contentions. La définition institutionnelle de la remobilisation qui est disponible à date de plusieurs années, à date de 2005, tout comme les balises qui encadrent cette pratique qui ont été, euh, le cadre de référence dans le fond date d'il y a plusieurs années. Les raisons qui motivent, ben, pas qui motivent, mais qui sont des facteurs pour la prise de décision pour les intervenants d'envoyer un jeune en remobilisation. Ils peuvent se baser sur l'âge du jeune, l'agressivité présentée et son degré de collaboration avec les intervenants. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à connaître la perspective des jeunes sur la remobilisation. Puis on va aussi essayer de comprendre la participation des jeunes dans ce processus décisionnel-là qui mène à une remobilisation. Donc, qu'est-ce qu'il y en est dans la littérature par rapport aux interventions comportementales? Donc, il existe différents types d'interventions comportementales qui sont restrictives en liberté en centre de réadaptation. Là, vous voyez à l'écran, il y en a trois catégories. Euh, Dans le fond, les interventions qui sont utilisées vont varier selon les comportements qui sont présentés. Donc, le degré de restriction va varier aussi selon les mesures. Donc, les mesures de contrôle, on peut voir la contention ou l'isolement, les raisons qui motivent l'utilisation, dans le fond, c'est quand euh, ça peut être utilisé quand il y a un jeune qui présente un risque pour sa sécurité ou celle des autres et puis une intervention est nécessaire pour l'empêcher de passer à l'acte. Donc, les comportements dangereux peuvent être de différents registres. Ça peut être l'automutilation, ça peut être la violence physique, des tentatives de fugue qui présentent un danger pour le jeune, par exemple. Euh, les mesures de contrôle aussi, j'ai oublié de spécifier, mais sont encadrées par des procédures institutionnelles détaillées, puis ils se basent sur un cadre ministériel et légal québécois. Euh, Dans le fond, un isolement, ben, c'est défini comme étant quand un jeune est confiné dans un endroit sans pouvoir sortir. Puis les contentions, ben, ça vient limiter physiquement un jeune par l'usage de la force. Euh, Dans la loi sur la protection de la jeunesse, il y a un article, l'article 10, qui dit que c'est pas possible d'utiliser une mesure de contrôle dans une visée disciplinaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'objectif de cette mesure ne peut pas être de punir. Donc, on peut pas utiliser l'isolement dans le but de punir un jeune. Euh, Ces mesures sont employées en cas de danger imminent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le consentement du jeune n'est pas toujours nécessaire, ni celui des parents, ce qui fait que dès que les conduites dangereuses arrêtent, ben, les mesures de contrôle doivent prendre fin. Le consentement du jeune va redevenir nécessaire quand il n'y a plus de danger pour lui-même ou pour les autres. Les mesures de sécurité, il y a la fouille et la saisie. Ça survient quand il y a suffisamment de raisons de croire qu'un jeune est en possession des articles interdits, illégaux ou qui peuvent porter un risque à sa sécurité ou celle des autres. Puis, les mesures disciplinaires. Donc, ça, c'est des mesures qui sont un peu moins balisées que les mesures de contrôle, mais qui sont quand même restrictives en liberté. Les mesures disciplinaires, ils ont une visée éducative, punitive et dissuasive. Donc, l'objectif de ces mesures, c'est de susciter un changement de comportement ou l'arrêt de ce comportement-là afin que le jeune respecte le code de vie de l'unité. Euh, Ça peut être de différents registres, comme on peut voir là, c'est la réparation. Donc, ça peut être un acte de réparation, ça peut être le fait aussi de priver le jeune d'un privilège. Ça peut être aussi un retrait, puis les retraits, ça peut être autant en marge du groupe, comme ça peut être à l'extérieur du groupe, par exemple, dans la chambre du jeune, ou à l'extérieur de l'unité, ou dans le cadre d'un retrait hors service. Donc, il y a différentes options pour les mesures disciplinaires. Bien que le retrait soit une forme d'isolement, mais ça se distingue l'isolement se distingue par le confinement d'un jeune dans un endroit où il n'y a pas la liberté de sortir et que que les portes soient verrouillées ou non. Donc, au Québec, sur une période de 6 mois, il y a 69% des interventions comportementales qui sont des retraits. Donc, on peut voir que le retrait est beaucoup plus fréquent
Par exemple, que l'isolement qui a un caractère plus exceptionnel dans le continuum des interventions comportementales possibles. Les interventions comportementales peuvent être utilisées dans deux types de logiques. Une logique de gradation, donc euh, commencer par des retraits avant d'aller vers d'autres mesures plus restrictives, par exemple, ou l'accumulation des interventions. Donc, ce que ça veut dire, c'est de combiner différentes sanctions sur le même continuum. Donc, par exemple, avoir un retrait et en plus d'avoir un acte de réparation à faire. Donc, là, on peut se demander où est-ce que la remobilisation se situe à ce niveau-là. Euh, D'un point de vue institutionnel, la remobilisation n'est pas considérée comme étant une mesure disciplinaire, mais il en demeure pas moins que la remobilisation emprunte les codes de la discipline. La discipline, elle se déploie à travers puis là, je vais citer Foucault, un ensemble de techniques et d'institutions qui se donnent une tâche pour tâche de mesurer, de contrôler, de corriger les gens qui s'éloignent de la norme. Donc, il y a quand même des codes qui sont empruntés à la discipline dans la remobilisation. Donc, une stratégie disciplinaire, comme je l'ai dit, c'est du retrait, c'est punitif. Puis, ça s'effectue à travers le retrait de l'affection. Puis si on pense à la remobilisation, ben c'est quand même un retrait court terme dans un lieu différent qui engendre une coupure entre le jeune et son milieu de vie. Euh, c'est 35% de tous les adolescents montréalais qui ont vécu un placement entre 2014 et 2019 qui ont vécu une remobilisation. Puis les jeunes qui ont vécu au moins une remobilisation, ils en cumulent 4 en moyenne d'une durée qui varie entre 1 et 30 jours. Bon. Donc, les mesures de retrait sont déterminées par des règles internes, comme j'ai dit, puis qui se basent sur, par exemple, le principe de l'intérêt de l'enfant, puis qui sont appliquées selon la subjectivité des intervenants. Donc, les raisons pour laquelle une sanction est appliquée, ça peut varier entre la volonté de maintenir le contrôle et la volonté d'offrir une opportunité d'apprentissage dans une visée réadaptative. Euh, il y a des tensions qui existent en centre de réadaptation en ce qui concerne l'utilisation d'interventions comportementales. D'un côté, il y a la volonté d'adapter l'intervention aux jeunes auxquels elle s'adresse, vu les différents profils. Les jeunes, puis c'est une philosophie qui rejoint d'ailleurs la visée des interventions sensibles au trauma. Puis de l'autre côté, il y a l'importance de maintenir un cadre rigide, peu importe les situations, considérant les nombreuses règles présentes et par souci d'égalité notamment. Donc, euh, qu'est-ce que les jeunes ont à dire sur les interventions comportementales dans la littérature? Il y a différents éléments qui peuvent faire vivre une restriction de liberté aux jeunes placés. Il y a une étude qui a été menée auprès d'adolescents placés en besoin de protection ou en milieu de garde aux Pays-Bas qui démontre que certains éléments vont particulièrement faire vivre la répression aux jeunes placés. Donc, par exemple, il y a la perception que l'intervenant ou les intervenants utilisent injustement leur pouvoir dans l'application des règles et des sanctions. Il y a aussi la perte d'autonomie liée au fait que les décisions que les jeunes pourraient prendre sont prises par les intervenants. Euh, il y a aussi, par exemple, le manque de sens que les jeunes donnent à leur placement et aux interventions liées. Puis, il y a la façon dont les intervenants rationalisent aussi leur utilisation de la restriction de liberté. Donc, chez les jeunes placés, vivre la répression, ça amène quand même un risque de porter atteinte aux objectifs de réadaptation qui sont visés par le placement, soit leur bien-être, leur développement social et leur implication dans l'intervention. Euh, Il y a certains risques aussi qui sont associés avec les interventions comportementales, qui est le risque, le risque de conformisme. Les attentes institutionnelles vont pousser à l'uniformisation des comportements. C'est plus facile de cette façon-là de remarquer quand un comportement dévie un peu de ce qui est attendu, puis ça individualise la problématique vécue par le jeune. Euh, il y a une recherche qui a été menée récemment en encadrement intensif qui est arrivée à des résultats qui ont constaté en fait
que le conformisme était présent chez les jeunes en encadrement intensif parce que ben, l'encadrement intensif valorise plutôt le conformisme et la passivité selon les jeunes qui sont placés. Pour démontrer qu'ils sont prêts à sortir, les jeunes vont camoufler ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent réellement pour faire semblant devant les intervenants dans le but de sortir. La situation est similaire en remobilisation. Il y a une recherche qui a été faite il y a une dizaine d'années qui montre que pour certains jeunes, ça sert à rien d'envoyer un jeune en remobilisation pour réfléchir parce que la seule chose qu'il va vouloir faire, c'est d'en sortir. Donc, les jeunes vont se conformer pour pouvoir sortir de la mesure. Donc, dans un contexte qui valorise le conformisme, c'est légitime de se demander ben, de se questionner en fait sur la véracité de la participation et du consentement des jeunes dans le processus. Oh, je vais changer la page. Donc, le consentement en contexte d'autorité. L'intervention dans ce milieu s'effectue, comme je l'ai dit précédemment, sous la loi sur la protection de la jeunesse et s'inscrit donc dans un contexte d'autorité et de contrôle social qui lui est propre. Dans le Code civil, il est écrit qu'un individu peut pas subir de soins s'il n'y consent pas, et ça, peu importe la nature. Là, je vais juste définir un peu le concept de consentement utilisé dans le cadre de ma recherche. Le consentement, il doit être libre et éclairé, c'est-à-dire que les personnes doivent consentir volontairement sans influence ou pression externe et avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir être en mesure de consentir ou non. Puis, ben, au Québec, les adolescents âgés de 14 ans et plus, ils peuvent consentir aux soins par eux-mêmes. Donc, d'ailleurs, au Québec, les intervenants font très peu mention de l'implication du jeune dans la prise de décision d'employer une remobilisation, alors que ben, les chances de réussite sont plus grandes si le jeune consent à la mesure de remobilisation. En d'autres mots, la demande de remobilisation peut être acceptée ou peut être imposée aux jeunes. Sauf que le consentement aux soins, il est quand même considéré comme un facteur clé dans l'alliance thérapeutique. Euh, il y a une ordonnance qui a été rendue en 2003 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui pointe d'ailleurs un aspect quand même important par rapport à la participation des jeunes dans les mesures employées en centre de réadaptation. Ça dit, dans le fond, que le, le consentement du jeune et de ses parents est nécessaire pour appliquer une remobilisation. Donc, si le consentement n'est pas obtenu, le tribunal doit être saisi pour qu'il y ait une décision qui soit rendue à cet effet. Ces indices-là, dans le fond, suggèrent que la participation des jeunes dans le processus décisionnel qui mène à une remob est légalement souhaitée, puis favoriserait une issue positive de l'intervention. Donc, pour bien comprendre le consentement en contexte d'autorité, ben, il faut aussi s'intéresser à la participation des jeunes en contexte d'autorité. Donc, selon la Convention relative aux droits des enfants, ben, les jeunes ont des droits de participation. En fait, l'article 12 stipule qu'il y a une garantie à l'enfant qui est capable de discernement, le droit de s'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu regard à son âge et à son degré de maturité. Donc, il y a différentes conceptions de la participation d'un point de vue juridique dans le processus de protection de la jeunesse en général. Dans la loi sur la protection de la jeunesse, c'est clairement indiqué que l'enfant peut s'exprimer, mais c'est pas dit clairement à quel moment dans le processus, comment. Euh, euh, la seule précision, dans le fond, c'est que ben, l'enfant de 14 ans est plus droit de consentir. Euh, Puis dans la littérature, on voit que les jeunes ont des droits, les jeunes doivent être informés de leurs droits pour être en mesure de reprendre du pouvoir sur ce qu'ils vivent. La loi stipule d'ailleurs que les enfants ont différents droits comme le droit d'être informé, le droit d'être représenté, le droit d'être entendu, puis le droit d'être accompagné. Sauf que bien souvent, les jeunes, ben, ils ont une méconnaissance du processus judiciaire.
en protection de la jeunesse qui les empêche d'exercer pleinement leurs droits. Donc, si on part de l'attendue participation des jeunes, il faut se rappeler que l'intervention en protection de la jeunesse s'effectue dans un contexte d'autorité. Puis, en droit de l'enfance, il y a un impératif de protéger les enfants en raison de leur vulnérabilité, mais ça coexiste aussi avec la nécessité de favoriser euh, le pouvoir et l'autonomisation de l'enfant dans le processus décisionnel. Donc, la tendance est à prioriser en protection de la jeunesse la protection de l'enfant par rapport à sa participation dans le contexte de protection de la jeunesse. Donc, ici, c'est la typologie de Wong qui était très intéressante dans le contexte de mon projet, puis je vais pouvoir vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Cette typologie-là concerne la participation des jeunes et leur pouvoir d'agir. Il y a 5 types de participation qui sont répartis selon les différentes façons de partager le pouvoir entre l'adulte et le jeune de par leur âge, ainsi que leurs droits et les responsabilités qui sont associées. Les jeunes dépendent des adultes en matière de supervision, de soutien, d'accompagnement, par exemple. Donc, l'implication fournie par l'adulte dans le processus, ça peut avoir une influence positive ou négative sur le développement du jeune. Donc, du côté gauche du diagramme, du du schéma. Euh, c'est les types de participation qui sont principalement organisés par les adultes. La participation des jeunes, dans ces cas-là, c'est la participation des jeunes est en apparence. Ces types de participation-là contribuent à accroître les relations de pouvoir inégales entre le jeune et l'adulte, même si ce n'est pas l'objectif qui est visé initialement. Euh, le premier type de participation qu'on voit en bas à gauche, c'est la participation contenant. C'est une traduction que j'ai faite. La participation en anglais, c'est vessel. Euh, Ça fait référence à un mode de participation où presque aucun espace n'est donné aux jeunes pour participer. Euh, Après ça, il y a la participation symbolique. Ça, c'est quand la parole du jeune est entendue, mais ça n'a bien souvent aucun impact sur la prise de décision. Puis du côté droit, c'est les types de participation qui sont organisés principalement par les jeunes. La participation indépendante, c'est dans l'objectif de redonner du pouvoir aux jeunes, les adultes qui vont prendre un pas de recul pour leur laisser plus de place. En laissant plus de place aux jeunes, le risque est que ça limite les jeunes en raison du manque, par exemple, d'accompagnement par les jeunes et la mauvaise connaissance des ressources qui leur sont disponibles. Donc, l'atteinte des objectifs des jeunes peut être retardée, en raison de ça. Puis, il y a la participation autonome, qui signifie que les jeunes sont totalement dissociés des adultes. Les jeunes ne peuvent pas compter sur le support des adultes, ce qui restreint les possibilités de développer pleinement leur pouvoir d'agir. Donc là, au centre, on peut voir que là, c'est où est-ce que le contrôle est partagé entre l'adulte et les jeunes. Dans ce cas-là, euh, les adultes et les jeunes prennent les décisions ensemble, ils partagent le contrôle. Cette relation-là est réciproque et idéale pour le bon développement du jeune et de son pouvoir d'agir. Donc, la typologie de Wang, comme je disais, est particulièrement intéressante dans le cadre de mon projet, considérant le contexte dans lequel les enfants en protection de la jeunesse évoluent et leurs besoins d'alliés. Donc, conjuguer la participation des jeunes dans un contexte d'autorité, comme je disais, ça peut être complexe. Puis bien que le partage égalitaire du pouvoir entre l'adulte et le jeune soit le type idéal de participation selon Wang, il en reste que ça ne prend pas en compte l'environnement institutionnel et légal dans lequel la relation s'inscrit. Il importe donc de s'attarder au contexte dans lequel la participation et le consentement prennent place. Euh, L'obtention du consentement libre et éclairé vise à protéger les participants de toute forme de restriction de liberté et de pratiques paternalistes. Mais en centre de réadaptation, euh, comme disait, la relation thérapeutique est basée sur une dynamique de pouvoir entre le jeune placé et les intervenants. Euh, Dans ce contexte-là, le consensus est fréquemment contraint.
Euh, considérant le climat propice euh, au, euh, au conformisme dans les mesures restrictives de liberté, ce déséquilibre de pouvoir pourrait avoir un impact sur la parole du jeune et même sur sa liberté de consentir quand c'est nécessaire. Euh, mais il y a quand même certains éléments qui donnent l'opportunité aux jeunes d'avoir du pouvoir, notamment le fait de prendre des décisions ensemble, de pouvoir choisir quand et comment l'intervention se déroule. L'implication du jeune, comme j'ai dit précédemment, dans la prise de décision favorise une évolution positive de sa situation, que ce soit par exemple en éduquant le jeune sur sa situation, en lui exposant les différentes avenues possibles. Donc, l'approche anti-oppressive ici permet de se distancier du point de vue adultocentrique et de considérer la véracité et la fiabilité des propos des enfants. Donc, on, euh, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est l'angle mort d'ailleurs des recherches précédentes sur la remobilisation. La perspective des adultes a été étudiée, mais celle des jeunes, pas, ben, là oui, avec ma recherche, mais ne l'avait pas été faite précédemment. Euh, donc, pour réduire ce déséquilibre de pouvoir dans le contexte de remobilisation, euh, c'est essentiel de s'intéresser à la perception et à l'opinion des jeunes dans leur vécu avec la remobilisation pour réellement comprendre ce phénomène étudié. Puis, considérant que la remobilisation, si la traduction, c'est euh, placement time-out, euh, c'est intéressant de s'attarder à la conception subjective des jeunes de l'espace et du temps. Donc, time out, l'espace et le temps. Vu que ben, la relation euh, entre l'adulte et le jeune se déroule dans cet espace-temps subjectif-là. Donc, c'est important de comprendre comment les jeunes le vivent. Donc, la méthodologie que j'ai utilisée, c'est une méthode qualitative. J'ai rencontré des jeunes placés ayant vécu une remobilisation à 14 ans et plus dans le contexte montréalais. Euh, j'ai choisi des jeunes de 14 ans et plus parce qu'ils pouvaient consentir par eux-mêmes à la participation de la recherche, mais aussi principalement euh, pour mon intérêt en lien avec le consentement dans le processus décisionnel. Il y a plusieurs critères qui ont évolué au fur et à mesure de ma recherche. Initialement, je voulais rencontrer euh, les jeunes, peu importe leur genre. Sauf que dans le contexte institutionnel actuel à Montréal, ben, j'ai juste été en mesure de rencontrer des garçons. Euh, pour le recrutement, je me suis inspirée j'avais un souci d'impliquer les jeunes dans le processus. Donc, je me suis inspirée de l'approche participative. J'ai rencontré un comité de résidents en centre de réadaptation pour discuter avec eux du guide d'entretien, du processus de recrutement pour obtenir ben, leur opinion sur la façon de faire, puis leur rétroaction, en gros. Donc, il y a différents éléments qui ont été super pertinents, qui sont ressortis de ces échanges-là. Les jeunes, ils ont par exemple suggéré que j'aille présenter le projet aux jeunes en unité directement pour qu'ils sachent qui je suis et qui était mon projet. Donc, ben ce qui était expliqué, c'est que c'est moins intimidant s'ils savent je suis qui puis ils m'ont déjà vu, s'ils veulent participer. Donc, je suis allée dans quelques milieux de vie correspondant à mes critères d'inclusion pour me présenter et présenter mon projet. Donc, j'ai pu effectuer des entretiens avec 9 jeunes, un échantillon de 9 participants. Je me suis inspirée de la méthode des incidents critiques pour mes entretiens semi-dirigés. Cette méthode-là, elle vise à récolter des informations concernant un événement précis. Donc, l'événement précis, dans ce cas-ci, c'est la remobilisation. Ben, en fait, ce qui a mené à la remobilisation. Euh, je me suis inspirée de cette méthode-là sans prendre en compte la notion temporelle parce que bien que je souhaitais initialement rencontrer les jeunes peu de temps après leur remobilisation, reste que j'ai rencontré des difficultés de recrutement, ce qui ont fait que ben, j'ai pas nécessairement rencontré les jeunes proches de
après leur remobilisation. Euh, donc, dans le cadre de la présente recherche, l'événement critique, comme j'ai dit, c'est le comportement qui a mené à la remobilisation. J'ai commencé les entretiens en demandant aux jeunes d'expliquer ben, c'est quoi pour eux une remob, c'est quoi les objectifs qui sont visés. Euh, je leur ai demandé de me raconter l'événement ben, ce qui a précédé leur remobilisation. Je vais prendre une pause de boire de l'eau. Puis, il a été ensuite demandé de m'expliquer comment s'est passée la prise de décision, euh, de soulever les aspects positifs et négatifs de la mesure et du processus. Puis, je finissais les entretiens en leur demandant de se positionner face à la décision qui a été prise de les envoyer en remobilisation. Les entretiens duraient à peu près 15-20 minutes. Puis, oups, je vais un peu trop vite. Comme j'ai dit, j'ai rencontré les 9 premiers jeunes participants qui voulaient participer à la recherche. L'échantillon des jeunes que j'ai rencontrés, ça allait de leur dernière remobilisation, allait de il y a une semaine à il y a 3 ans. Donc, c'était quand même vraiment varié leur expérience. La fugue dans mon échantillon était un enjeu courant. C'était la moitié des jeunes, dans le fond, que j'ai rencontrés sont allés en remob euh, en lien avec une fugue. Euh, D'ailleurs, les jeunes que j'ai rencontrés étaient plus nombreux à me dire que c'était un cumul de facteurs qui expliquait les raisons de la remorque. Donc, par exemple, le cumul de facteurs, ça pouvait être l'accumulation de fugues ou l'accumulation de situations qui, ben, finalement, mènent à une remobilisation. Puis, il y a juste 2 jeunes qui sont allés en raison de situations ponctuelles. Donc, par exemple, une fugue ponctuelle, puis ils sont allés en remobilisation. Là, j'utilise l'exemple de la fugue parce que c'était celle qui était le plus utilisée, mais les raisons étaient aussi variées. Donc, j'ai utilisé une stratégie d'analyse thématique. J'ai abordé mes entretiens avec différents thèmes qui étaient prédéfinis en lien avec la typologie de Wong que je vous ai présentée précédemment. Puis, j'ai laissé quand même des thèmes émerger tout au long de l'analyse. Donc, les thèmes principaux qui sont ressortis euh, étaient en lien avec le sentiment d'enfermement, les impacts de la remobilisation, puis le consentement, évidemment, puis les paradoxes dans le discours des jeunes. Donc, si on se rappelle, j'ai dit que je m'inspirais d'une approche participative. Je suis allée présenter mes résultats au comité de résidents pour voir ben, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce que ça représentait bien la réalité? Puis, le comité des résidents, en fait, n'était pas étonné des résultats que j'ai obtenus. Ils ont confirmé que ça représentait quand même bien la réalité. Donc, les résultats. Euh, Avant que je commence pour les résultats, je tiens juste à spécifier dans le fond que les verbatim, je vais peut-être lire certains verbatim de jeunes. Les noms que j'ai donnés, c'est des noms fictifs. Donc, juste spécifier ça. Donc, qu'est-ce que la remobilisation pour les jeunes? Ben, les jeunes, ils connaissent pour la plupart, ceux que j'ai rencontrés, ils connaissaient déjà ça avant d'y être allés la dernière fois. Donc, il y en avait 7 qui étaient allés dans le passé, 7 sur 9. Sauf que leur premier contact avec la remobilisation n'était pas pareil pour tous les jeunes. Euh, il y en a qui ont pris conscience de ce qui était une remobilisation en début de placement, mais quand même la moitié des jeunes que j'ai rencontrés qui expliquaient avoir appris l'existence de cette mesure-là la première fois dans le service de remobilisation. Donc, il y a un jeune qui dit, je cite, je ne savais pas du tout ce que c'était une remob. On m'a juste dit un beau matin, OK, il y a un truc qui t'attend, prends tes choses, t'es en remob. Donc, il y a plusieurs jeunes qui se sont retrouvés face à l'inconnu. Euh, puis, ben, c'est ça, comme je l'expliquais, l'autre partie des jeunes, c'est en début de placement. Donc, soit c'est en début de placement qui apprennent c'est quoi, ou soit c'est la première fois en remobilisation qui, là, ils découvrent c'est quoi une remobilisation. Donc,
la remobilisation, ça évoque trois aspects chez les jeunes. La mise à l'écart, c'est le premier aspect qui est mentionné par les jeunes. Donc, c'est un temps d'arrêt à l'extérieur de l'unité d'appartenance des jeunes. Il y a un jeune qui expliquait la mise à l'écart puis émettant une hypothèse. Il a dit, je trouve qu'il y a des fois, il y a certains éducateurs ou certains chefs de service qui vont, ils ont de la misère à plus gérer la situation, fait qu'ils vont comme envoyer ça à quelque part d'autre. Euh, Puis le deuxième aspect, c'est la réflexion. Comme je l'ai dit, c'est un des objectifs de la remobilisation de susciter la réflexion, mais pour les jeunes, ils m'en ont parlé, c'est un des aspects de la remobilisation. Euh, Ils ont expliqué que ça leur a permis de réfléchir à différents niveaux. Ça peut être, par exemple, de penser à leur situation, de ce qui les a menés en remobilisation, au sens et aux impacts de leurs actions, de leurs décisions, puis aux changements à mettre en place à la fin de leur sortie, ben, à leur sortie de remobilisation. Euh, il y a aussi beaucoup de réflexions écrites qui sont effectuées à l'unité de remobilisation. En fait, c'est effectué à plusieurs reprises au cours d'un même séjour. Puis, le dernier aspect qui était quand même parlant, c'était les attentes des intervenants face au comportement des jeunes. Donc, euh, les jeunes, ils considèrent que cette mesure-là sert beaucoup à répondre aux attentes des intervenants. Ils l'expliquent de différentes façons. Quand je leur ai demandé c'est quoi une remobilisation, ben il y a beaucoup de jeunes qui ont formulé ça d'une façon, fait que je vais vous lire quelques verbatim. Il y a un jeune qui a dit c'est quand les éducateurs voient que ton comportement il a besoin d'être recentré. Il y en a un autre qui dit c'est pour corriger ton comportement. Il y en a un autre qui a dit on te met sur le droit chemin. Euh, donc, on peut voir comment ces extraits-là donnent l'impression que les jeunes doivent rentrer dans un moule en termes de comportement. Euh, à travers ces trois aspects-là, on peut voir que les jeunes portent la responsabilité de changer pour pouvoir retourner dans leur unité d'appartenance. Ça représente quand même une charge importante considérant la courte durée de notre mobilisation. Donc, la remobilisation a différents effets et limites. Euh, donc, pour le tiers des jeunes, la remobilisation, ben, le tiers des jeunes que j'ai rencontrés, la remobilisation n'a eu aucun impact. Il y a deux jeunes qui la qualifient même de perte de temps. Euh, mais il y a quand même plusieurs jeunes qui ont raconté avoir vécu des bienfaits liés à la remobilisation, que ça les a apaisés, ils ont pu prendre une pause, respirer. Il y en a il y en a un qui a qualifié ça de relaxant. En plus de l'apaisement, il y a plusieurs jeunes, comme on a dit, qui ont affirmé que la remobilisation, ça leur a permis de réfléchir. Mais bien que c'est majoritairement positif, l'effet du temps finit par s'inverser et être nuisible quand il y a trop de temps pour penser. Donc là, si on voit le graphique à l'écran, euh, ben, plus le temps passe, plus la satisfaction est correcte, puis à un moment donné, l'effet du temps finit par s'inverser, puis ça commence à être négatif. Il y a un jeune qui dit justement, il explique, passer un petit moment, 2 jours, 3 jours là-bas, c'est correct. Mais rendu 4 jours, 5 jours, ça devient désagréable, tu vois. Donc, un petit moment de réflexion, pas de relaxation, un petit moment de réflexion comme ça va. Cette vision-là est partagée par un autre jeune qui ajoute, lui, l'effet d'enfermement. Euh, il dit, tu avais le temps de bien penser à tes choses, mais des fois, tu as un peu trop de temps aussi. Ça peut devenir négatif. C'est que tu es tellement enfermé dans ta chambre, tu sors comme 15 minutes, tu peux devenir fou. Donc, en lien avec l'effet de l'enfermement en chambre, il y a 2 tiers de l'échantillon qui considèrent qu'il y a beaucoup de temps en chambre. Il y a plusieurs jeunes qui utilisent même euh, qui ont utilisé le mot enfermé pour décrire cette restriction de liberté-là. Ça peut avoir un impact psychologique sur certains jeunes. Il y en a d'autres pour qui ça suscite beaucoup d'ennuis, qui trouvent ça plate. Euh, Puis il y a un jeune aussi qui soulève l'absurdité de la mesure si elle se déroulait dans son milieu familial. Donc, il dit
Qui à la maison va m'enfermer dans une salle? Puis si j'ai des comportements abusés, là, je comprends. Mais c'est quand, à la maison, à ma maison, là, chez moi, qui va m'enfermer pendant 1 heure dans une salle? Qui va m'emmener pendant 1 heure faire des réflexions? Personne. Donc, ce temps en chambre, mais plus largement la coupure en lien avec le monde extérieur engendré par la remobilisation, ça a aussi un impact sur les engagements que les jeunes ont à l'extérieur du centre de réadaptation. Donc, par exemple, si des jeunes ont un emploi, s'ils vont à l'école à l'externe, ben, aller en remobilisation engendre le risque ben, qu'ils manquent des examens, qu'ils euh, perdent leur emploi, par exemple. Donc, il y a un jeune qui explique d'ailleurs que avec une situation fictive, qu'il n'y a pas d'espace pour les jeunes pour discuter des engagements qu'ils ont à l'extérieur des centres de réadaptation. Il dit, tu n'as pas la place à dire, ah, mais j'ai une job. Non, non, tu restes là, tu ne peux pas le dire. Tu dis, j'ai une job, ils vont dire, tu t'en fous. Ils vont dire qu'ils s'en foutent, c'est de ta faute à toi, tu n'avais pas à venir ici. Donc, dans cet extrait-là, on peut voir que la responsabilisation, ben, la responsabilité, l'utilisation de la mesure est mise sur le jeune et les conséquences qui en découlent aussi et sur les épaules du jeune. Cette responsabilisation-là existe dans un contexte où les jeunes qui vont en remobilisation ont très peu de contrôle. Maintenant, pour les repères de la remobilisation. Euh, dans le fond, il y a une différence entre les repères perçus par les jeunes de ce qu'est une remobilisation, puis ce qu'il y en est dans les balises administratives. Donc, le graphique qu'on voit sur l'écran, la remobilisation se situe dans le milieu, puis ça, c'est avec les deux lignes, c'est pour montrer que ça, c'est les balises administratives de ce qu'est une remobilisation. Sauf que pour les jeunes, ben, ça peut commencer un peu plus tôt, ça peut varier la fin aussi. Donc, je vais vous expliquer un peu comment le début puis la fin peut être perçu par les jeunes ou vécu aussi. Euh, le début va varier d'un jeune à l'autre. Il y a des jeunes qui expliquent qu'ils ont été amenés par des policiers, il y a des jeunes qui ont été amenés par des agents. Il y a deux jeunes que j'ai rencontrés qui racontent leur arrivée en remobilisation en décrivant un lieu qu'ils qualifient de traumatisant. Le lieu qu'ils décrivent, ils l'ont décrit comme étant une salle vide, sans poignée, sans possibilité d'ouvrir les fenêtres. Euh, Dans le cadre des entretiens, il y a plusieurs jeunes qui parlent de cet endroit-là, en incluant cette pièce-là à leur récit d'une remobilisation. Il y a deux jeunes qui comparent même cet endroit-là à une prison. Il y a un jeune qui dit, puis tu rentres dans des trucs, tu vois, comme à la télé, des prisonniers qui vont dans une prison. Là, tu te sens comme eux. Les vitres, les fenêtres, on peut pas les ouvrir, plein de trucs comme ça. Ça m'a fait un petit peu peur. La moitié des jeunes que j'ai rencontrés sont passés par cet endroit-là avant d'aller en remobilisation, ce qui teinte évidemment leur narratif de l'événement. Sauf que la description qui est faite par les jeunes de l'endroit, c'est une salle de retrait à part de la remobilisation. Donc, ça ne fait pas partie en tant que telle de l'unité de remobilisation, c'est une salle de retrait euh, à l'extérieur de l'unité de remobilisation. Donc, ça, c'est le début qui peut varier grandement dans la façon d'arriver, de l'endroit où ils sont amenés. Il y a la remobilisation, puis la fin aussi, ben, ça peut varier d'un jeune à l'autre. Il y a un jeune qui explique que la remobilisation peut prendre fin et que soit tu retournes dans ton unité d'appartenance initiale, donc dans ton unité que tu étais juste avant ta remobilisation. Mais il explique que ça peut aussi être une remobilisation dite à 100%. Donc, ce qu'il explique, c'est que ça veut dire que le jeune est réorienté vers une autre unité plus stricte à la fin de sa remobilisation. Donc, il ne retourne pas dans son milieu initial. Il y a plusieurs jeunes qui, d'ailleurs, trouvent le retour dans leur unité euh, d'appartenance un peu abrupt comme retour. Il y en a qui expliquent qu'ils n'ont pas eu de discussion
à leur retour avec leurs intervenants dans leur milieu en lien avec leur remobilisation. Donc, ça favorise pas le rétablissement du lien. Euh, il y a aussi des jeunes qui ont expliqué avoir un certain malaise face aux éducateurs ou aux jeunes de l'unité à leur retour. Il y en a un qui explique qu'il avait l'impression que cette remobilisation-là était utilisée un peu contre lui. Euh, donc, la fin est variable selon les jeunes, s'ils retournent dans leur unité, si ils sont réorientés, puis comment c'est vécu dans chaque unité, ben, ça va varier grandement. Donc, euh, maintenant, ben, la section de la participation et du consentement dans le processus de remobilisation, c'était la partie ben, qui était la plus difficile, je vais dire ça comme ça, pour analyser. Je vais vous expliquer un peu le processus qui a été plus ardu. Dans le fond, pendant les entretiens, il y a certaines questions qui ont été plus difficiles à comprendre pour les jeunes, qui ont nécessité que je reformule. En fait, les questions que je devais reformuler qui étaient moins comprises, c'était les questions en lien justement avec la participation et le consentement. Donc, comme je disais, ça a été un peu difficile cette partie de l'analyse des verbatims parce que en essayant de donner un sens aux informations que je recueillais, il y a quand même une confusion qui persistait. Puis, pour moi, présenter les résultats en faisant fi de cette confusion-là, ben, euh, que je vivais tout au long de l'analyse, ben, ça aurait comme occulter une partie des résultats liés au consentement, selon moi. Donc, euh, j'ai constaté que la confusion que je ressentais renvoyait au paradoxe qui était présent dans le discours des jeunes. C'est, euh, je me suis basée sur une recherche qui a été faite, ben, un article qui a été publié en 2012 par Bengtson, qui a constaté que l'ennui ressenti dans sa collecte de données en Secure Care était un résultat en soi. Donc, euh, cette considération du ressenti du chercheur m'a beaucoup inspirée. Euh, ben, ma confusion dans le processus d'analyse a pu servir de concept intégratif à mes entretiens avec les jeunes sur le consentement et la participation. Donc, pour eux, ces notions-là, ils n'étaient pas si facilement saisissables dans leur expérience. Je vais vous donner un exemple de questions que je posais qui n'étaient pas nécessairement comprises. La question, ben, une des questions que je posais, c'était comment tu définirais ta participation dans la prise de décision d'aller en remorque? Puis là, il y a un jeune, par exemple, qui a répondu comment, genre, ma participation, genre, comment je l'ai pris. Donc, ça montre comment il fallait que je reformule, comment que j'explique qu'est-ce que c'est la participation. Des fois, il fallait que je m'assure de leur compréhension de la notion de consentement dans un processus décisionnel. Donc, Euh, ma difficulté à aborder le sujet dans mon analyse, c'est devenu une prise de conscience, en fait. J'ai constaté que le consentement et la participation dans le processus de remobilisation des jeunes existent difficilement, autant dans leurs propos que dans leur vécu expérientiel. Donc, c'est une réalité que j'ai pu observer avant et pendant la remobilisation. Donc, avant, euh, la remobilisation, les jeunes que j'ai rencontrés, ils ont tous affirmé que la décision d'aller en remobilisation n'est pas un choix. Euh, Ils expliquent que la décision est toujours prise en amont de l'annonce qui est faite aux jeunes. Euh, D'ailleurs, il y a certains jeunes qui affirment que peu importe ce qu'ils disent ou qu'ils pensent, la décision elle reste la même. Il y a un jeune qui explique, qui est le titre de la présentation d'ailleurs, c'était une décision qui a été prise, puis peu importe ce que je voulais ou ce que je voulais pas, fallait que j'y aille. Donc, les jeunes ont très peu de contrôle. Il y a certains jeunes qui vont rationaliser cette absence de choix dans la décision. Ils vont dire, ben c'est sûr que qu'on n'a pas le choix parce que si on avait le choix, ben je ne serais pas allée. Donc, il y a quand même plusieurs jeunes qui expliquent qui rationalise de cette façon-là. Il y en a un autre qui dit, c'est sûr que si c'était juste de moi ou de la personne, peu importe, qui va aller en remorque, ben, elle choisirait jamais cette option-là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut que quelqu'un le fasse pour nous, tu comprends? Donc,
il y a cette rationalisation qui est faite par certains jeunes. Puis il y a certains jeunes qui ont accepté aussi, puis qui se sont pas opposés à aller en remobilisation parce qu'il ben, il y avait pas d'autre choix. Il y a un jeune qui explique que l'autre choix était pire que la remobilisation, donc il a juste accepté. Pour un autre jeune, il explique avoir été un petit peu en accord, et que ça se méritait un peu. Sauf que le fait de penser mériter une remobilisation, ça semble suggérer que c'est une punition. Puis on se rappellera que les punitions, c'est associé aux mesures disciplinaires. C'est une perception qui est partagée par quelques jeunes quand même. Euh, euh, il y a un jeune qui a expliqué qu'il s'est opposé à la remobilisation, puis qui s'est fait amener en contention par des agents en raison de son refus. Donc là, il dit, même si tu dis non, puis que tu essaies de parler avec eux, ils vont être comme non, non, tu y vas. Puis si tu ne suis pas, ils appellent les agents, ils appuient sur le bouton panique, puis tu te fais amener en contention si tu ne suis toujours pas ou si avec les minutes. Donc, le paradoxe qui ressortait dans le discours des jeunes face à la remobilisation, c'est que d'un côté, euh, ils mentionnent que c'est important d'impliquer les jeunes dans la prise de décision, qu'ils souhaitent que les professionnels en parlent avec les jeunes avant de prendre la décision, ou pour prendre la décision, que les options soient discutées avec eux. Euh, les jeunes souhaitent que leur opinion ait un poids dans la décision, qu'ils se sentent réellement écoutés et entendus, mais d'un autre côté, ils trouvent que c'était la bonne décision de les envoyer en remob, bien qu'ils n'aient pas été d'accord avec la mesure initiale. Ma confusion trouve d'ailleurs son origine dans ce genre de propos contradictoires. Certains jeunes qui ont mentionné qu'ils comprenaient que la décision a été prise sans eux souhaitent quand même se faire entendre et échanger avec les éducateurs avant qu'une décision soit prise. Donc, pendant la remobilisation, il y a quelques jeunes qui définissent, qui expliquent que la remobilisation, c'est quand même un environnement strict. Pour pouvoir sortir de remobilisation, il y a plusieurs jeunes qui vont mentionner se conformer aux attentes des intervenants. Euh, il y a un jeune qui dit qu'il a eu l'impression d'avoir dû aller au rythme des éducateurs. Puis bien que ça représente pas ce qu'ils pensent, ils vont reconnaître leur tort, faire croire qu'ils veulent changer et dire que ce que les intervenants veulent entendre. Un jeune explique puis là, il dit, si ce n'est pas ça, ce qu'ils veulent que tu dises, ben tu vas rester en remobilisation. Donc, les jeunes, en comprenant la twist, ça leur permet d'avoir un certain contrôle sur le moment où ils sortent de remote. Donc, j'ai fait ressortir quelques constats et implications pour la pratique. Euh, pour les jeunes, l'effet du temps finit par s'inverser, comme on a pu voir. Au début, ça peut être, il y a une certaine apaisement, ils peuvent réfléchir, mais après ça, plus le temps avance, plus les effets plus nuisibles sont perceptibles. Euh, pour les jeunes, les repères de la remobilisation ne sont pas les mêmes que celles administratives. Puis, pour les jeunes, la participation et le consentement dans le processus de remobilisation existent difficilement. Donc, si on revient au schéma de la typologie de Wong, euh, c'est possible de constater que la type de participation qui sort des résultats du projet, c'est que c'est une participation plus contenant. Les jeunes rencontrés, ils partagent pas le contrôle avec les intervenants, ils prennent pas les décisions avec eux lorsqu'il vient le temps d'avoir une remobilisation. Il n'y a pas de participation de la part des jeunes dans ce processus-là, ce qui ajoute à la restriction de liberté vécue par les jeunes dans cette mesure-là. Donc, comme j'ai dit tantôt, la relation entre le jeune et l'intervenant s'inscrit dans une dynamique de pouvoir. Cette relation est notamment perceptible à travers l'attente et l'absence de contrôle du jeune sur son emploi du temps. Donc, si on se rappelle qu'il y a beaucoup de temps en chambre, des réflexions à faire, puis, le jeune est responsabilisé à différentes étapes du processus de remobilisation, ce qui est un autre exemple de déséquilibre de pouvoir. Donc, si on se rappellera comment les attentes des intervenants face au comportement des jeunes, comment les jeunes décrivaient qu'il fallait qu'ils ressentent leur comportement.
Voilà. Puis, en lien avec les implications pour la pratique, en partant de la perspective des jeunes, il semble vraiment important de clarifier c'est quoi une remobilisation, puis c'est quoi ses balises, de repenser la gestion du temps en remobilisation, puis de sensibiliser les acteurs du milieu clinique et de la recherche au savoir expérientiel des jeunes concernant la participation et leur consentement dans le processus décisionnel qui mène à une remobilisation. Considérant que c'est une mesure qui s'adresse à eux, ça serait important de voir comment ils le vivent et d'en faire les changements en fonction de ça. Donc, merci.